Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur d'un sujet absolument captivant. L'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de comprendre une bascule invisible, plutôt silencieuse, mais d'une ampleur vraiment colossale pour notre société. Salut. Oui, c'est clair que c'est un thème assez vertigineux. En fait, il s'agit de l'avènement de ce qu'on appelle l'algocratie. C'est un concept super fascinant qui est tiré de l'ouvrage d'Hugues Bersini, qui est enrichi par une préface très analytique de Gilles Babinet. Tout à fait. Et la grande mission de cette analyse aujourd'hui, c'est vraiment de regarder en face cette réalité. Est-ce qu'on est en train de céder, que ce soit consciemment ou non, le pouvoir aux algorithmes? Voilà. Est-ce qu'on va véritablement laisser des lignes de code structurées, organisées et gouverner nos vies quotidiennes? C'est la grande question. C'est effectivement la question centrale de cet ouvrage. Et pour bien poser le cadre de cette discussion, je crois qu'il faut d'abord observer un paradoxe fondamental de notre époque. Face au monde numérique, l'humain moderne souffre d'une forme de schizophrénie tout à fait singulière. Hmm, comment ça? D'un côté, on observe une exigence citoyenne absolue concernant la protection de la vie privée. Il y a un refus catégorique de voir les données personnelles partagées, exploitées ou monétisées. Ouais, on veut tous protéger nos données, ça c'est sûr. Exactement. Mais simultanément, il y a ce désir ardent, presque une exigence en fait, de bénéficier de services publics et privés d'une efficacité redoutable. Ah oui, le beurre et l'argent du beurre. Voilà. On veut des services capables de deviner nos besoins individuels, d'anticiper les embouteillages à la minute près ou de trouver le partenaire idéal avec une précision chirurgicale. Or, cette efficacité algorithmique exige, par définition, d'aspirer et de traiter des quantités massives de données. Ok, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre pourquoi on a besoin d'être gouverné, que ce soit par un humain dans un parlement ou par une machine dans un centre de données, les sources nous présentent une anecdote fondatrice. Elle est tirée de l'économie expérimentale. Le fameux jeu du bien public. Exactement. C'est parfait pour illustrer la nature de nos interactions sociales. Imaginons une expérience avec 10 personnes dans une pièce. On donne 100 euros à chacun des participants. D'accord. La règle est simple. À chaque tour, les participants peuvent déposer une partie ou toute leur cagnotte de manière anonyme dans un pot commun. La somme totale dans ce pot est systématiquement multipliée par 2 par l'organisateur. C'est généreux. Ouais. Et ensuite, c'est redistribué à part strictement égale entre les 10 joueurs, peu importe ce qu'ils ont donné au départ. Donc, mathématiquement, si tout le monde joue le jeu de la coopération et met ses 100 euros, Le pot atteint 1000 euros. c'est ça, l'organisateur double, ça fait 2000 euros, et chacun repart avec 200 euros. Dans ce scénario idéal, tout le monde est largement gagnant. C'est le scénario idéal, en effet. Mais la réalité comportementale vient systématiquement gripper cette belle mécanique théorique. Si l'on observe la situation d'un point de vue purement individuel, le choix le plus rationnel pour maximiser son propre profit, c'est la déviance. C'est-à-dire tricher. Ouais, c'est de ne absolument rien donner au pot commun, tout en profitant de l'investissement collectif des autres. Prenons un exemple chiffré. Si 9 personnes donnent 100 euros, le pot commun atteint 900 euros. Il est doublé à 1800 euros. Ce qui fait 180 euros redistribués à chaque participant. Exactement. Sauf que le tricheur, celui qui a secrètement gardé ses 100 euros initiaux dans sa poche, il reçoit quand même les 180 euros de la redistribution. Il se retrouve donc avec 280 euros au total. Ah ouais? Pendant que les 9 autres, les gens honnêtes, n'ont que 180 euros? Voilà. Cette pulsion égoïste semble profondément ancrée dans les mécanismes du vivant, depuis les premiers organismes unicellulaires jusqu'au grand génie de la tech. Et le corollaire immédiat de ça, c'est le mimétisme social. Ben oui. Dès que les autres voient qu'il y a un trick qui s'enrichit sur leur dos, personne veut être le dindon de la farce. Conséquence, logique. Au tour suivant, tout le monde se met à tricher, plus personne ne contribue au pot commun, et le système d'enrichissement collectif s'effondre totalement. C'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Face à un tel constat sur la nature humaine, on est en droit de se demander pourquoi on ne laisse pas simplement nos institutions politiques traditionnelles gérer ce problème. Après tout, c'est la fonction première d'un gouvernement. Instaurer des lois, lever des impôts, punir les tricheurs. Pour organiser ce fameux pot commun, oui. Pour construire des routes ou financer des hôpitaux, par exemple. Si l'on relie cela à une vision plus globale, c'est très exactement la définition classique du pouvoir politique. Le rôle historique de l'État, c'est de pallier notre myopie intellectuelle et temporelle. Bêtement, aujourd'hui, notre monde a atteint un niveau de complexité inouï. Gérer des pandémies, orchestrer la transition énergétique, réguler une économie mondialisée à la milliseconde. Les cerveaux humains sont tout simplement dépassés.
Et les politiciens n'échappent pas à cette règle biologique. Non. Et de surcroît, le rythme électoral produit souvent des décideurs structurellement focalisés sur leur réélection à court terme, plutôt que sur la planification à plusieurs décennies. C'est précisément dans cette faille, face à cette impuissance cognitive humaine, que l'algorithme fait son entrée. Avec sa capacité à traiter une infinité de variables en même temps, et cette entrée en scène commence souvent de manière très subtile avec des algorithmes qui se présentent comme de simples assistants. Ils sont juste là pour nous conseiller. Comme le GPS. Exactement, le GPS de nos téléphones, Waze, Google Maps. Derrière l'interface super épurée se cachent des algorithmes de recherche de chemins très sophistiqués, notamment le célèbre algorithme A étoile. C'est un grand classique de l'informatique. Oui, avant cette invention, les programmes devaient calculer presque tous les chemins possibles un par un pour trouver le plus court, ce qui prenait un temps fou. A étoile fonctionne différemment, il explore un arbre de recherche en utilisant une méthode heuristique. Il estime la distance. En temps réel, oui. Il calcule en permanence la distance à vol d'oiseau entre la position actuelle et la destination finale. Ça lui permet d'éliminer instantanément les milliers d'itinéraires qui partent dans la mauvaise direction. C'est une prouesse technique indéniable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'utilisation à grande échelle de cette prouesse révèle un conflit majeur. Un conflit qui illustre parfaitement la tension entre la satisfaction individuelle et l'équilibre collectif. L'algorithme d'un GPS commercial a un objectif unique et clair. Trouver le meilleur trajet pour moi. Pour un individu précis, à un instant T. Il n'a aucune instruction pour se soucier de l'impact global de ses recommandations sur le réseau routier ou la vie locale. Le résultat est frappant. Des villages entiers se retrouvent soudainement asphyxiés par des flux continus de voitures. Juste parce que l'algorithme a trouvé un raccourci pour faire gagner 3 minutes à des milliers d'automobilistes. L'algorithme maximise le confort privé au détriment direct du bien public. La situation devient tellement hors de contrôle qu'on voit des maires de petites communes obligés d'agir physiquement. Oui, l'anecdote des maires est folle. Ils installent des plots en béton, posent des panneaux interdisant l'accès aux non-résidents, tout ça dans le seul but de tromper l'algorithme. C'est la matérialisation littérale d'une confrontation entre la souveraineté d'une démocratie locale et la force de frappe d'une algorithmie centralisée. C'est une image forte, un élu local qui bataille avec des panneaux en tôle contre des lignes de code exécutées sur des serveurs en Californie. Et ce principe du ciblage individuel, ça ne se limite pas aux routes, ça dicte aussi nos choix culturels. Amazon, Netflix, Tinder. C'est ça. Le moteur de recommandation repose sur un mécanisme de filtrage collaboratif poussé à l'extrême. On ne te recommande pas un contenu pour ses qualités intrinsèques. On le recommande uniquement parce qu'une masse de gens avec un profil statistique similaire a cliqué dessus. C'est l'industrialisation du mimétisme. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact sociétal à long terme de ce mécanisme. Ces systèmes de recommandation ne sont pas conçus pour ouvrir les horizons intellectuels. Non, ils veulent juste nous garder sur la plateforme. Ils confortent les utilisateurs dans leurs habitudes. Ce ciblage construit des bulles cognitives extrêmement étanches. Et ça engendre une polarisation sociétale très prononcée. On le voit en politique, les clivages sont de plus en plus marqués, les théories marginales deviennent virales. Parce que ces algorithmes commerciaux ont pour fonction première de retenir l'attention pour générer des revenus publicitaires. Et les données montrent que ce qui capte le plus l'attention humaine, ce sont les émotions fortes. Surtout les émotions négatives, la peur, l'indignation, la colère. Les contenus nuancés ou rationnels génèrent statistiquement beaucoup moins d'engagement. Et ça pose une question cruciale. Est-il prudent pour une société de laisser la distribution de biens publics essentiels, comme l'information ou le débat démocratique, sous le contrôle exclusif d'algorithmes conçus pour la rentabilité financière ? C'est une réflexion majeure pour l'avenir. Mais poursuivons notre exploration en franchissant un palier. On quitte la sphère des algorithmes qui conseillent pour entrer dans le domaine beaucoup plus rigide, des algorithmes qui contraignent. Là, on touche à l'ossature de l'organisation de la société. Tout à fait. L'ouvrage met en lumière un exemple très concret, les plateformes nationales d'orientation étudiante, Parcoursup en France ou le décret inscription en Belgique. Le défi logistique est immense. Répartir des centaines de milliers de futurs étudiants dans des milliers de formations en un temps très court. Pour résoudre ça, ces plateformes s'appuient sur l'algorithme de Gale-Shapley, connu sous le nom du mariage stable. Le principe est de croiser les vœux des étudiants avec les critères des universités. L'algorithme procède par itération, d'offres et de refus, pour aboutir à la configuration la plus stable possible. Une situation où aucun étudiant et aucune école n'auraient intérêt à contourner le système pour s'associer.
Cela soulève une question importante concernant la prétendue neutralité de la technologie. L'utilisation d'un tel outil mathématique n'est pas un choix technique anodin. Cet algorithme code, de fait, une vision spécifique de la société. C'est-à-dire? Appliqué de manière pure, ce système est l'incarnation d'une méritocratie stricte. Les candidats avec les meilleurs dossiers vont dans les établissements les plus sélectifs. Sociologiquement, ça reproduit et consolide les disparités sociales existantes. Parce que la performance académique est fortement liée au capital culturel et financier de la famille. Exactement, l'algorithme n'est pas configuré pour jouer un rôle d'ascenseur social, il optimise une sélection basée sur des métriques brutes. Mais les sources insistent sur un point essentiel. Il faut toujours comparer l'algorithme à son alternative humaine historique. Avant ça, c'était chaotique. Des familles campaient sur les trottoirs pendant des nuits entières pour s'inscrire en mode premier arrivé, premier servi. C'est vrai que le système humain était loin d'être parfait. Il était vulnérable au népotisme, au passe-droit, au pistonnage. L'algorithme, bien qu'il génère beaucoup de stress, possède une qualité fondamentale. Il est parfaitement impartial, insensible aux pressions et donc strictement incorruptible. Cette notion d'incorruptibilité mathématique nous amène naturellement à une autre architecture de contrainte majeure, la blockchain, la base de crypto-monnaies comme le Bitcoin. Ouais, oui, le fameux problème de la double dépense. Sans banque centrale pour tenir les comptes, comment garantir qu'un individu ne copie pas un fichier numérique pour dépenser la même monnaie à deux endroits différents? La solution de la blockchain est brillante. C'est l'utilisation de la contrainte pour générer de la confiance. Toutes les transactions sont regroupées dans des blocs, enregistrés publiquement, et pour valider un bloc, on fait appel aux mineurs. Qui déploie une puissance de calcul colossale. Leur machine tourne à plein régime pour résoudre un problème cryptographique hyper complexe. Une compétition mondiale. Et la raison pour laquelle ils dépensent autant d'électricité est purement économique. L'élégance du système est là. Le premier mineur qui résout l'équation obtient le droit de valider le bloc et reçoit des nouveaux bitcoins en récompense. L'incitation financière est au cœur du code. Si un acteur malveillant voulait falsifier l'historique, il devrait déployer une puissance de calcul supérieure à celle de tout le reste du réseau réuni. Le coût serait astronomique. L'algorithme crée une situation où il est beaucoup plus lucratif d'être honnête. La complexité mathématique force la bonne conduite. C'est un changement de paradigme. La structure du code se substitue à la confiance humaine. Tout à fait. Mais du coup, la machine est-elle pour autant infaillible ? L'auteur raconte une anecdote géniale là-dessus. En tant que chercheur reconnu en intelligence artificielle, il a demandé un prêt immobilier à sa banque. Le dossier a été catégoriquement rejeté par l'ordinateur. Et l'ironie de l'histoire? C'est que le refus était généré par un logiciel qu'il avait lui-même contribué à créer des années plus tôt. À l'époque, c'était des systèmes experts. Une logique très rigible. Si condition A, alors action B. Si le salaire fixe est sous un certain seuil, le crédit est refusé. Aucune nuance. Cette péripétie illustre bien la transition vers l'ère contemporaine de l'IA, l'apprentissage profond, le deep learning. Les programmeurs ne codent plus de règles métiers, Ils utilisent des réseaux de neurones. qu'ils alimentent avec des montagnes de données historiques. La maxime est devenue « in data veritas ». La machine trouve elle-même les corrélations statistiques subtiles. Mais ça soulève des enjeux énormes dans des domaines sensibles. Prenons l'algorithme Compass, utilisé par la justice américaine pour prédire le risque de récidive criminelle. Des enquêtes ont montré qu'il générait des taux de faux positifs bien plus élevés pour les prévenus issus de minorités. C'est un dossier complexe. D'un point de vue purement factuel, le logiciel a pour seul mandat de trouver la plus grande exactitude prédictive possible, en se basant sur les archives judiciaires et policières. Le problème, c'est la matière première. Exactement. Si l'historique des données reflète les biais, les discriminations ou les inégalités socio-économiques d'une société sur des décennies, ces caractéristiques sont numérisées. L'algorithme les intègre pour ses prédictions. Donc l'outil informatique n'a pas de préjugés en soi. Il agit comme un miroir statistique redoutable, renvoyant l'image brute d'une société imparfaite. Le débat pour la communauté scientifique et juridique est donc le suivant. Doit-on modifier les pondérations mathématiques pour compenser artificiellement ces biais historiques, au risque de diminuer la précision de la prédiction? C'est un vrai dilemme sans réponse évidente. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie lorsque nous sommes confrontés à des défis systémiques globaux? Tournons-nous vers la gestion logistique du Covid. Une période de grand chaos. Prise de rendez-vous manuelle, centres d'appel saturés, des centres de vaccination vides le matin et bandés l'après-midi, des doses perdues. Un échec de la logistique humaine. Face à des défis aussi multifactoriels, le traitement algorithmique offre une supériorité manifeste. Si l'organisation avait été confiée une variante de l'algorithme de Gale-Shapley, la donne aurait été très différente.
L'algorithme aurait pu croiser en temps réel les doses disponibles, la priorité médicale de la population et la géolocalisation. Il aurait généré des convocations automatiques, sans fraude possible, accélérant considérablement le rythme. Le constat est identique pour les applications de suivi des contacts par Bluetooth. Malgré les débats sur la vie privée. Le principe physique est implacable. L'émission instantanée d'une notification numérique sera toujours plus rapide que le temps d'incubation du virus. Une équipe humaine au téléphone ne peut pas rivaliser avec cette vitesse de réaction. Et cette puissance d'optimisation va être la clé pour le défi des décennies à venir. Le climat. Les sources soulignent la nécessité des smart grids, les réseaux électriques intelligents. Parce que les énergies renouvelables sont intermittentes. Le vent, le soleil, ça dépend de la météo, pas de notre demande. Pour éviter que le réseau s'effondre à la tombée de la nuit, des algorithmes prendront des décisions à la milliseconde. Activer un chauffe-eau ici, recharger une voiture électrique là-bas, au moment exact où le vent souffle fort. Notre écologie sera sous perfusion algorithmique. Cette automatisation va inévitablement transformer notre relation au cadre légal. La mobilité en est l'illustration parfaite. Le code de la route, au fond, c'est une rustine inventée pour compenser les défauts biologiques du cerveau humain. Le temps de réaction, la myopie, la fatigue. Mais si on anticipe un futur avec des véhicules autonomes interconnectés, l'utilité du code de la route disparaît. L'existence d'un feu rouge n'a plus de pertinence si les véhicules s'entrecroisent à pleine vitesse, leur trajectoire ajustée à la fraction de seconde par l'algorithme. Les limitations de vitesse fixes deviennent obsolètes. La vitesse devient dynamique, calculée selon l'adhérence et le trafic. L'algorithme ne se contente pas d'aider à appliquer la loi humaine, il remplace la nécessité de la loi. Ce qui nous amène à la conclusion parfaite de cette analyse de l'algocratie. Code is law. Le code, c'est la loi. Pour bien saisir, prenons l'exemple de l'éthylotest anti-démarrage. Très bon exemple. La loi humaine dit « il est interdit de conduire en état d'ivresse ». Si tu enfreins la règle, tu es puni après l'accident ou le contrôle. L'algorithme dit la même chose mais de manière préventive. Si le taux dépasse la limite, le circuit de démarrage est coupé. Le moteur reste silencieux. La technologie ne punit pas la déviance, elle la rend physiquement impossible. C'est l'ampleur de ce changement de paradigme qui doit interpeller toute personne écoutant cette analyse aujourd'hui. Ces lignes de code ne sont plus de simples outils informatiques. Ce sont les nouvelles infrastructures de notre société. Exactement. Elles orienteront les écoles de nos enfants, optimiseront notre santé, réguleront notre monnaie et notre énergie. Comprendre ces mécanismes est devenu essentiel. Pour clôturer, les textes proposent une réflexion finale très provocatrice. Puisque nous allons vers cette algocratie et que ces algorithmes façonnent notre futur, est-ce que les élections politiques classiques suffisent encore ? C'est une excellente question. Ne serait-il pas opportun d'imaginer des assemblées citoyennes de codeurs ? Si le code est la nouvelle loi, n'est-il pas temps que les citoyens participent à l'élaboration de ces algorithmes ? C'est le grand défi démocratique de notre siècle. Une perspective fascinante à méditer. Complètement. Nous remercions chaleureusement notre audience d'avoir suivi avec attention cette exploration détaillée dans les rouages fascinants de notre futur algorithmique. À bientôt.